Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Merci Sophie Menu-Jovanovic d'être là avec moi. Vous êtes rédacteur en chef ou rédactrice en chef de la grande revue Cuisine et Vins de France. Merci d'être là. Merci Virginie, à vous de m'avoir invitée. Alors, dites-moi déjà, quel est votre parcours ? Comment vous en êtes venu à être à la tête de ce grand magazine ? Alors c'est vrai, c'est un grand magazine qui a presque 75 ans bientôt, ce qui est assez dingue. Il a été fondé par Kurnonski. Alors, pour résumer, parce qu'on n'a pas toute la journée, Virginie, j'aimerais bien d'ailleurs. Mon parcours est assez original parce que je ne viens pas du monde ni du journalisme, ni de la cuisine, mais j'aime les deux depuis longtemps et j'ai fait des études de droit et j'ai fait un DEA de droit privé de l'entreprise, donc rien à voir avec la cuisine. J'adore. Mais j'ai toujours aimé la cuisine. Quand j'étais petite, j'ai eu une période où j'étais un petit peu, pas anorexique, mais ça m'ennuyait de rester à table longtemps. J'avais toujours mieux à faire, lire, m'amuser, courir, rêver, sauter partout. Donc, être à table, c'était pour moi, je voyais pas l'utilité. Et puis, tout d'un coup, presque comme un déclic, vers 8-9 ans, je me suis dit, mais c'est un monde formidable, la cuisine, parce que les produits me fascinaient, les gens autour qui semblaient prendre un plaisir fou à les déguster. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des listes à ma mère de courses. Et elle allait faire les courses, parce qu'à 8 ans, je n'allais pas faire les courses toute seule, j'avais pas d'argent, évidemment. Et elle m'achetait ma liste de courses. Et je lui avais demandé de m'acheter aussi des livres de cuisine. À l'époque, ça n'existait pas tant, les livres de cuisine. Ça coûtait très cher, en plus. Et puis, il n'y avait pas toutes... Là, il y a un livre qui sort tous les jours. Et donc, elle m'avait acheté quelques livres simples pour les enfants. Elle avait trouvé, parce que là aussi, il n'y en avait pas tant. Maintenant, il y a beaucoup de livres pour enfants. Et j'ai commencé à faire des recettes. Alors, c'était le dimanche. C'était les dîners de Sophie. Le moment privilégié. Alors, une fois sur deux, c'était quand même très mauvais. Il faut quand même le dire. Mais il y avait du cœur quand même, Sophie. Il y avait beaucoup de cœur. Je peux vous dire, j'y passais un grand moment. Je ne sais pas dans quel état je rendais la cuisine à maman. Mais parfois, je me souviens une fois, j'avais mis mon livre au-dessus de la fenêtre et le vent avait fait tourner la page. Donc, en fait, j'avais mélangé 2 recettes. Donc, je m'étais retrouvée avec un gâteau. Il y avait 500 grammes de beurre, 1 kilo de sucre. Mais mes parents se marraient. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Alors, j'ai un frère et une sœur. Et alors, ils se moquaient souvent de moi, mais gentiment. Et c'était mes premières expériences. Et puis, j'ai continué à aimer la cuisine. Et étudiante, en fait, j'avais la chance d'avoir des copains. On a tous un copain qui connaît un restaurateur. J'avais beaucoup de véhémence pour convaincre les gens. Donc, j'ai réussi à faire des stages dans des restaurants, alors que, évidemment, je ne savais pas... je connaissais, comme je vous le dis, je n'avais pas de connaissances. Je n'avais pas un grand-père ou un père cuisinier. Et puis, j'ai commencé à faire des stages dans des super endroits, parce que j'ai quand même fait... Mon stage qui m'a marqué le plus, c'était... j'avais 18 ans. C'était à l'hôtel du Cap-Ferrat, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans une grande brigade, où les garçons m'avaient bien bisuté parce qu'ils voient arriver une jeune femme de 18 ans. Mais là, du coup, c'était même pas professionnel, c'était juste... Pas du tout, c'était l'envie de partager ce moment-là dans la cuisine. Complètement. L'expérience. Et l'expérience, c'était pendant mes jours de repos, je pense, enfin, les week-ends où j'avais peut-être pris un jour ou deux. J'étais en première année ou deuxième année de droit. Et j'ai passé, alors c'était jamais très long, 1 semaine, 10 jours. Et je me souviens, il m'avait demandé de battre, je sais pas, il devait avoir 50 blancs d'œufs dans un cul de poule.
En fait, c'était un petit bizutage, mais moi, je ne l'avais pas compris. Donc, je leur disais, mais vous n'avez pas de batteur électrique dans cette belle cuisine? Et j'ai dû mettre 3 heures pour battre ces blancs. Oh, mon Dieu. Mais c'était super parce qu'en fait, ils voyaient aussi mon engagement et ma passion. Donc, en fait, j'ai toujours été très bien accueillie. C'était drôle. Et mon frère, à l'époque, un peu plus âgé, travaillait à Bruxelles pour Pierre Cardin. Il s'occupait des galeries Pierre Cardin et il avait des copains restaurateurs. Et il m'a aussi fait faire un stage dans un restaurant belge où j'ai appris beaucoup de choses. Alors, maintenant, il y a beaucoup de femmes en cuisine. Il y a pas une parité, malheureusement, parce que c'est des travails compliqués, avec des horaires compliqués. Mais à l'époque, c'était vraiment très rare, une fille en cuisine. Alors, à chaque fois où je me faisais bisuter, où je me souviens, en Belgique, la femme du restaurateur était très jalouse. Alors, mon frère me disait, il faut absolument que tu dises que tu n'es pas intéressée par les hommes, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir faire ce stage, parce que sinon, elle va t'empêcher de faire le stage. Mais terrible. Et c'était des anecdotes comme ça. Mais j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'en fait, en restant peu de temps, j'avais quand même assez de temps, en revanche, pour comprendre l'essence de la cuisine. Chaque chef a ses tips, comme on dit, différents. Et donc, j'ai pioché par-ci, par-là. Alors, j'avais toujours mon petit cahier, je prenais des notes. Et puis la vie a fait que je ne me suis pas dirigée vers la cuisine parce que pour moi, ce n'était pas un métier possible, en fait. Je ne l'envisageais pas comme un métier possible parce que c'était juste une passion, mais je n'arrivais pas à penser qu'un jour, on pourrait... La professionnaliser. Voilà, que je pourrais vivre de cette passion. Je ne savais pas comment. Je pensais que ce n'est pas parce que j'aimais faire la cuisine que ça pouvait me générer des salaires ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler dans les assurances. Donc, c'est beaucoup moins... En ayant fait du droit ? En ayant fait du droit, oui, parce que j'avais fait en plus une option assurance et j'ai travaillé dans un cabinet d'assurance et ça a été affreux. En fait, j'ai détesté. J'ai détesté tout. J'ai détesté rentrer dans un bureau, pousser la porte, me retrouver avec plein de gens qui parlaient de contrats d'assurance. C'était vide. C'était horrible pour moi. C'était tout ce que je voulais pas. Et un jour, je me souviens, je voyais en plus, j'habitais un petit studio à Nice. Et je voyais le bureau dans lequel je travaillais les fenêtres de mon studio. Par hasard, j'habitais dans un immeuble pas loin. Et un jour, je vois ces gens à 300 mètres de moi en train de travailler. Et je me dis, non, c'est pas possible, je vais pas y aller. C'est plus possible. Ouais. Donc, je n'y suis pas allée, d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, il faut que je change ma vie, il faut que je vive de cette passion, mais je ne sais pas comment. Et j'ai quitté Nice et je suis arrivée à Paris. Toujours, en fait, on est toujours... quand on est passionné, je pense que on a le courage ou l'inconscience, ou les deux. La folie. On parlait beaucoup de folie tout à l'heure. Oui, une sorte de folie. Enfin, en tout cas, il faut l'avoir, cette folie. Il faut oser. Et donc, je suis arrivée à Paris et je connaissais personne. Alors, j'avais ma grande sœur qui habitait, elle, pas loin de Paris. Je lui avais demandé qu'elle me trouve un studio à louer. Donc, elle avait cherché pour moi. Je n'avais même pas visité. Je me suis installée à Paris et puis je me suis dit, j'avais des économies. J'avais vendu mes parts du cabinet d'assurance et je me suis dit, je vais acheter un restaurant. Voilà, en fait... fou, allez, quoi. go, on y va. Oui, alors que voilà, je crois au signe. Au signe ou au bon moment avec les bonnes personnes. Et il se trouve que j'ai rencontré le père de mes enfants par une amie commune qui le connaissait et qui m'a dit, écoute, il est restaurateur, il va te donner des conseils. Et effectivement, il m'a donné un conseil, il m'a dit, mais tu es folle, n'ouvre pas de restaurant, c'est affreux. Pour une fille, c'est un boulot de fou. Tu bosses du matin jusqu'au soir. C'est un métier fatigant, même physiquement. Et puis, évidemment, je ne l'ai pas écouté. Et j'ai trouvé un petit restaurant dans le 17e que j'ai acheté. Enfin, ma mère m'a aidée aussi. Enfin, j'ai fait des prêts, des emprunts. Et j'ai acheté mon restaurant. Et comme je venais du Sud, je l'ai appelé Les Cigales. Et j'ai fait de la cuisine méditerranéenne. Voilà. Et il se trouve que j'ai eu de la chance. Maurice Baudouin, le grand chroniqueur du Figaro Magazine, est venu déjeuner un jour et il a beaucoup aimé mon restaurant et il a fait un article magnifique. En plus, c'était une période où il n'y avait pas tant... Maintenant, il y a beaucoup de canaux différents pour parler de cuisine. Il y a beaucoup de guides, sur Internet, sur même TripAdvisor peut être aussi une référence. À l'époque, on se fiait vraiment à l'avis des journalistes. Et donc, il a fait un super article. Je me souviens du titre, j'ai même gardé l'article, il s'appelait « De Bocuse à Sophie ». C'était quand même la classe. Ah ouais, grosse fierté quand même. Ouais, pas fierté, mais angoisse surtout, parce que je savais qu'à partir du lendemain... fallait virer.
il fallait gérer et ça a été incroyable. On fermait la porte, les gens rentraient par la fenêtre. Ça a été mais fou. Il y avait des gens qui venaient avec l'article dans la poche et qui prenaient exactement les plats dont parlait Maurice. Et voilà, et ça a contribué à me faire connaître parce que je n'avais pas de réseau à Paris, je connaissais personne. Mon ex-mari, le père de mes enfants, m'avait pas tant aidé, mais c'était aussi mon choix. J'avais pas envie d'être pistonnée. Il m'avait juste présenté quelques producteurs qui me fournissaient. Et puis voilà, j'ai gardé mon restaurant quelques années. Et puis j'ai 4 enfants. Donc c'est un peu compliqué d'avoir cette vie parce que effectivement, je confirme, j'admire moi ces femmes qui sont en cuisine ou en salle parce que on part quand même tôt le matin. Les coupures sont courtes et on travaille tard. Quand on est en cuisine, il fait chaud. Souvent, il y a pas. Je connais. Vous avez travaillé en cuisine, Virginie ? Je travaille en cuisine. Moi, je suis chef à domicile depuis 8 ans et demi. Donc, je suis encore en cuisine. Voilà, donc vous savez, la chaleur, les fétous qui pèsent lourd. Les maux de dos, les jambes qui font mal. Et puis le stress aussi d'un service où il faut sortir les plats, envoyer, comme vous dites. Donc, voilà, je me suis dit, après mes 4 enfants, je me suis dit, c'est compliqué d'avoir un restaurant et de ces horaires-là. Vous le sentiez plus ? Non. Voilà, vous le sentiez plus. J'avais surtout, en fait, envie de continuer à parler de cuisine, mais j'avais très envie de m'occuper de mes enfants. Donc, j'ai fait un petit break pour rester avec eux. Je trouvais ça ballot d'avoir 4 enfants et de les laisser à la crèche. Et j'ai continué, donc, pendant quelques années à être plus maman qu'autre chose. Et puis, la cuisine m'a... Même quand j'avais plus mon restaurant, évidemment, je continuais. J'ai fait un nombre de dîners, de repas, d'expériences. Je continuais. Quand j'étais plus jeune, je notais même au bas de mon lit, j'avais toujours un livre de cuisine. Je notais des idées. Ça m'arrivait même de me lever pour essayer de faire une recette à minuit parce que ça me trottait. Ça restait une obsession. Ouais, vraiment. Voilà. Une obsession. Et en fait, le hasard aussi, le hasard, le moment, les bonnes personnes. Et puis, je ne sais plus comment j'ai rencontré un éditeur qui m'a dit, Sophie, en fait, tu es un peu de girl next door. Tout ce que tu vis, beaucoup de femmes le vivent. Envie de faire la cuisine, mais pas toujours le temps. Envie de faire plaisir à tes enfants, à tes amis, à ton mari. On aimerait bien faire un livre avec toi. Et ça a été mon premier ouvrage. Et ça s'appelle Carnet de recettes express d'une femme super active. J'adore. Ce qui est le cas de plein de femmes, en fait. Et là, j'ai tout donné. Dans ce livre, j'ai vraiment écrit toutes les recettes. Combien de recettes ? Une 50aine. Ouais. Et je les avais thématisées justement en fonction des problématiques de la vie. C'est-à-dire, je fais plaisir à mes enfants, je fais plaisir à mon amoureux, je fais plaisir à mes copains. Avec, à l'intérieur de ces thématiques, évidemment, des occasions aussi. Et c'était vraiment toutes les recettes que je faisais depuis longtemps, que j'aimais bien, qui étaient des recettes... plus ménagère, évidemment. Moi, je ne suis pas un chef étoilé. Et il a super bien marché. Et de là, en fait, on m'a demandé de faire d'autres livres. Donc, j'en ai fait plus d'une 15aine sur des thèmes différents. Et puis, un jour, un producteur a vu ce livre et m'a dit on aimerait bien faire un pilote d'une émission avec vous. Donc, on a fait ce pilote. Et puis, il a changé de métier lui aussi. Donc, ce pilote était resté dans un tiroir. Personne quasiment ne l'avait vu. Et un jour... Le hasard aussi des rencontres, la directrice de Cuisine Plus, qui était une chaîne qui appartenait à Canal+, m'appelle et me dit « Sophie, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais bien vous rencontrer ». Je me dis c'est l'occasion de lui amener ce pilote, parce que finalement, il y avait que moi et les enfants et mon ex-mari qui l'avions vu, quoi. Donc, j'amène mon pilote avec moi. Le déjeuner se passe très bien. Elle comprend, je pense, très vite ma passion de la cuisine. J'ai toujours 3 milliards d'idées, donc je lui parle plein de choses. Et puis en partant, je lui laisse mon CD. Et puis je lui dis, regardez-le, c'est peut-être le plus simple pour me comprendre. Et puis, même pas 1 heure après, elle m'envoie un message. Mais Sophie, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. En fait, c'était dans ce pilote, on avait tourné chez moi et c'était justement la problématique d'être pressée, mais d'essayer d'épater un peu la galerie en faisant des choses simples, mais qui avaient un petit côté différent. Et donc, j'ai commencé à collaborer pour Cuisine Plus pendant pas mal d'années. J'ai fait chaque saison des émissions. Alors, à chaque fois, le thème, c'était les défis de Sophie, je cuisine facile avec Sophie. Voilà, ma thématique, c'était... Vous étiez un peu la Martine de la cuisine. Oui, voilà. Et ça, pendant des années. Et puis, la chaîne s'est malheureusement arrêtée. Canal+ a décidé de se défaire de Cuisine Plus. Et d'ailleurs, ils avaient aussi une chaîne qui s'appelait Déco Plus. C'est dommage d'ailleurs, évidemment, on a été tous très tristes parce qu'ils l'ont arrêté peut-être 1 an avant cet engouement fou de la cuisine.
À savoir que cette chaîne avait été créée par Dominique Farrugia. D'accord. Un des nuls, qui ne l'est pas d'ailleurs, et qui est surtout fou de cuisine. Et il avait eu cette idée incroyable. Et je ne sais pas s'il écoutera un jour ce podcast, mais je le salue parce que c'est un homme fabuleux. Et ensuite, j'ai été, en fait, une fois qu'on a le pied dedans, voilà, on a plus un petit réseau. Donc, France Télévisions m'a contactée. Et puis, pendant 5 ou 6 ans, même, j'ai animé Ça roule en cuisine, une émission qui est géniale, de découverte, où, en fait, avec un food truck, je traverse en province, hein, c'est souvent en province, et je vais à la rencontre de chefs qui m'amènent voir leurs copains qui peuvent être vignerons, céramistes. Donc l'éloge du terroir. Exactement, parce que c'est quand même la base et c'est le début de tout, le produit. Enfin, les chefs le disent tout le temps, bien sûr. Voilà. Et puis la presse à côté en parallèle, parce que je ne sais pas si vous l'avez compris, mais j'aime bien avoir quelques vies différentes. Et puis mes enfants sont plus grands surtout. Donc j'ai toujours continué à écrire dans la presse. Donc alors j'étais pigiste au départ. Hein. J'ai écrit pour le Elle, pour Votre Beauté, où je donnais des conseils. Donc Elle, pas Elle à table. Elle. Non, Elle, où je faisais des chroniques cuisine. Le magazine Votre Beauté, où il y avait une page food tendance. J'ai même écrit pour un magazine qui s'appelle Men Self. C'était un magazine pour les hommes. C'était comment s'en sortir. J'invite ma copine à dîner. J'invite mes copains à regarder un match de foot. Mais l'idée, c'était même les tips d'organisation, c'est-à-dire comment ranger, comment préparer, comment se... Et puis, j'ai travaillé aussi pour Cuisine et Terroir, qui est un magazine qui n'existe plus, mais qui était un super magazine. Et là aussi, en fait, j'étais allée au Toupet. J'avais rencontré le rédacteur en chef dans une soirée, et puis je lui avais dit « Oh, mais moi, je sais tout à fait bien faire ce métier. Je n'avais jamais fait de ma vie du stylisme culinaire. » Et j'ai d'ailleurs même un copain photographe. En fait, c'était un parent d'élève que j'avais croisé à l'école, que j'ai appelé. Je lui ai dit « Écoute, viens avec moi, on va faire ce rendez-vous. » On est arrivé. Alors lui, il avait quand même un portfolio. Moi, j'avais rien. On a été engagés et on a travaillé des années et on faisait des rubriques. C'était vraiment super. C'était le bon temps de la presse. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais on s'amusait bien. C'est le principal. Et puis, à l'époque, on a même commencé. En fait, les photos n'étaient pas en numérique. Hein. Donc, quand on faisait une photo, on faisait 2 ou 3 follow-up pour voir si tout était bien placé sur la table. Et puis, on re-shootait. Donc, on faisait 2 photos par jour. Ah ouais. Vous voyez ? C'était, voilà, ou 3, quoi. Mais maintenant, c'est 10 photos par jour sans problème. Et donc voilà, j'ai été rédactrice en chef ensuite d'un magazine qui s'appelait Gourmande, qu'on avait fait avec Sophie Dudomaine. J'ai travaillé dans la presse et puis j'ai été castée, on peut dire, par le groupe Marie-Claire, hein, puisque Cuisine et Vin appartient au groupe Marie-Claire. Et ça fait maintenant 8 ans ou 9 ans que je m'occupe de ce titre. Et c'est passionnant parce que il est comme je l'aime, c'est-à-dire la cuisine, ça doit rester populaire. La fréquence de parution ? Tous les 2 mois, et on a 3 hors-série. Là, en kiosque, actuellement, on a un hors-série vin, puisque on est le seul magazine de cuisine qui s'appelle Cuisine et Vin. Donc, le vin, les spiritueux ont quand même une grande place. Bien sûr. Et on a sorti donc notre traditionnel hors-série, je crois que c'est le 25e. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de... Combien dans l'équipe ? Alors, vous avez 90% de l'équipe en face de vous, hein. Bonjour l'équipe. Quasiment. Non, j'ai un DA et j'ai une secrétaire de rédaction. Directeur artistique. Voilà, et secrétaire général, c'est la personne qui... c'est un poste important d'ailleurs dans un magazine. Hein, c'est elle qui relie, qui corrige, qui un peu regroupe toutes les infos aussi avec les annonceurs, la publicité. Et puis tout le reste, en fait, est externalisé. C'est-à-dire, on a des pigistes, mais qui travaillent pour d'autres titres aussi. C'est un peu... Les photographes, pareil, sont sur plusieurs magazines. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez de... Les magazines ne leur donnent pas assez de travail pour travailler que pour un. Et puis, c'est comme ça depuis longtemps. Mais c'est bien aussi, ça marche bien, ça fait du vivant. Oui, puis du coup, c'est des identités différentes et une patte différente par rapport aux photographes. C'est ce que je recherche, moi, dans le magazine. Combien de pages dans le magazine ? On a en moyenne 120 pages. Ah oui. Ça fait quand même... En plus, c'est un magazine très dense. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. C'est peut-être qu'on a peur de la page blanche. En tout cas, il n'y a pas de page blanche chez nous. Hein. Alors, en tout cas, il faut préciser à ceux qui m'écoutent que...
Pourquoi j'ai invité aussi Sophie? C'est pour la remercier parce que moi aussi, je suis allée au culot et quand j'ai sorti mon livre, en mars 2021, je l'ai contactée parce que je voulais qu'elle me fasse une petite page dans Cuisine et Vins de France, qui est pour moi la référence en termes de magazine de cuisine. Mon papa, qui m'a donné envie de cuisiner, l'avait toujours sur sa table basse. Ah oui. Donc pour moi, ça a été une fierté incommensurable. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens qui sont très envieux de savoir que je vous rencontre. Donc je vous passe le message. Virginie, donc sachez que dans la vie, le culot paye. Oui. Il faut avoir du culot. Et c'est vrai, je me souviens très bien. Alors pour ne rien vous cacher, nous on reçoit énormément de livres. Là, c'est la période bientôt des fêtes. Enfin, on travaille en tout cas pour le numéro de Noël. Si vous voyez mon bureau, l'encombrement de mon bureau, la pile de livres. Mais moi, j'aime bien justement. Alors, beaucoup d'auteurs comme vous ont des éditeurs qui ont des attachés de presse. Beaucoup aussi de maisons de vin ont des attachés de presse, mais c'est vrai que moi, j'essaie toujours de regarder quand je reçois spontanément du vin, des livres, d'essayer de les mettre en valeur, parce que ceux-là, je sais que ils se sont finalement pris par la main aussi pour m'envoyer ou leur échantillon, même Là, il y a quelqu'un qui m'a déposé au bureau des petites conserves de poissons qui sont super bonnes. J'ai plus envie de parler de lui, forcément, que d'une grande marque de l'agroalimentaire qui font des choses bien, mais qui n'ont pas forcément besoin de nous. Donc, et c'est vrai il y a le pouvoir du journalisme, en fait. Je m'en rends compte. On est force de proposition énorme, en fait. Les gens qui nous lisent, c'est souvent parole d'évangile. Donc, on a cette responsabilité d'essayer de vraiment délivrer la bonne info, de rester objectif ou pas, d'ailleurs, parce que justement, on essaie de faire partager aussi nos coups de cœur, vraiment, parce qu'on a souvent des coups de cœur. Enfin, moi, en tout cas, je suis une femme de passion, donc j'ai forcément des coups de cœur, et puis quand j'aime, j'ai tellement envie que d'autres aiment, en fait, de porter la bonne parole. En fait, je suis en train de me dire, tous les invités que j'invite dans ce podcast, qui s'intitule « Passion sans modération », j'ai réussi à faire un casting formidable, en fait. Tout le monde se trouve avec vraiment les mêmes convictions et les mêmes valeurs. Et je trouve ça vraiment très, très chouette parce que la cuisine, je crois que c'est du cœur avant tout. Oui, bien sûr. On fait pas. C'est un tel engagement à tout niveau, qu'on soit devant ou derrière les casseroles, qu'on soit chef, journaliste, producteur. Moi, dans mes émissions, je vois tellement de gens et je me dis, ils sont formidables et personne ne les connaîtra. Et c'est plus peut-être le chef pour lequel il travaille qui va être mis en avant. Alors qu'en fait, le chef, s'il n'avait pas... toute sa brigade. Non seulement sa brigade, mais le gars qui lui a élevé ses chèvres ou qui lui a élevé... qui a élevé ses légumes dont on ne parle pas et qui est les mains dans la terre, qui se lève le matin très tôt et qui finit très tard... C'est vrai. Mais tout à l'heure, on en discutait parce que j'avais un invité qui a ouvert une épicerie autour des produits du Limousin. Et il va à la recherche des agriculteurs. Et on était tous autour de la table à célébrer, évidemment, toutes ces mains sans lesquelles on ne serait rien. Moi, je dis toujours, sans ma fraise, sans mon céleri, sans mon chou-fleur, sans ma viande, sans mon fromage, je ne peux rien créer. Et en France, on a la chance quand même d'avoir une diversité. Et puis la cuisine et la gastronomie font partie de notre ADN. Donc on a beaucoup de gens impliqués. Il y en a ailleurs dans d'autres pays. Mais en Europe, en tout cas, avec l'Italie, la France reste peut-être le pays qui est le plus là-dedans. Alors je rebondis. J'ai une petite question pour vous, Sophie. Vous êtes d'origine slave ? Oui, je suis serbe. Faites-nous voyager avec 2 recettes emblématiques de l'Europe de l'Est, une salée, une sucrée. Ah, alors, les cevapcici. Alors, est-ce qu'on peut traduire, expliquer ? Alors, les cevapcici, les gens qui sont serbes, slovènes, croates, ils savent tout à fait, qui nous écoutent, ils savent ce que c'est. Les cevapcici, c'est vraiment, c'est un plat assez culte en Serbie. Ce sont des petites boulettes de viande qu'on malaxe longtemps. En fait, c'est comme toutes les recettes qui sont très simples et familiales. Chacun a sa recette. Ce sont de la viande hachée qu'on mélange. Alors souvent, ça peut être porc et bœuf avec un peu de gras, des herbes, des épices et on les malaxe comme ça assez longtemps. Et on les fait cuire. Alors, le mieux, c'est de les faire cuire au barbecue ou sur une plaque de fonte. Alors, il faut préciser qu'il est 11h57 et voilà. que... Alors, j'espère que ça va donner faim. Et moi, j'aime bien le servir avec du kaymak. Le kaymak, c'est un fromage aussi serbe, alors qu'on ne trouve pas, d'ailleurs, très difficilement en France. C'est un fromage très, très gras, mais qui accompagne quasiment en Serbie. Si vous allez à Belgrade, dans tous les restaurants, vous allez avoir un petit bol de kaymak.
Et moi, j'adore manger ces petites boulettes avec le kaimak. Et puis, une autre recette, alors sucrée, je dirais un gîteau. Alors, le gîteau, c'était le plat. Alors, il faut savoir que les Serbes sont orthodoxes et la religion est très présente dans les us et coutumes, en fait. Même si les gens ne sont pas forcément croyants, mais la religion rythme l'année, les fêtes importantes sont rythmées comme ça par cette religion. Et il y a notamment, dans chaque famille, il y a un saint. Et pendant le jour de cette fête de ce saint, chez nous, c'est la Saint-Jean. Et c'est le jour, on l'appelle la Slava. Et ce jour-là, toutes les portes des gens qui fêtent leur saint doivent être ouvertes à tout le monde, en fait. C'est vraiment le jour où on accueille tout le monde. Donc alors, quand on est en Serbie, c'est fou parce que les Serbes sont très accueillants. Donc, il y a toujours plein de monde. Alors, dans les grandes familles ou selon aussi l'année, mais il y a carrément des cochons rôtis qui tournent sur la broche. Et puis, il y a des tas de plats emblématiques. On allume un cierge devant l'icône orthodoxe. Il ne faut surtout pas qu'il s'éteigne. Et il y a ce fameux plat, le gîteau que ma grand-mère faisait. Alors, c'est du blé qu'elle faisait tremper dans de l'eau la veille. Et puis, elle le faisait cuire avec du jus d'orange, du sucre, des noix hachées. Alors bon, c'est assez roboratif, hein. Et en fait, elle le mettait dans un saladier. Il y avait des petites cuillères à côté et on prenait une cuillère de gîteau et puis on devait reposer évidemment la cuillère. Alors nous, avec mon frère et ma sœur, on aimait tellement ça qu'on repassait 20 fois pour prendre le gîteau plusieurs fois, alors que la tradition, c'était juste prendre une cuillère. Mais nous, on finissait le saladier. Et j'ai ce goût du sucre, des noix, de l'orange et du blé. Mais ça, c'est votre Madeleine de Proust. Complètement, c'est ma Madeleine de Proust. Et puis, ça me rappelle évidemment, en fait, la cuisine, ce qu'il y a bien dans les plats, vous le savez, Virginie, c'est tout ce que ça convie, en fait, dans notre mémoire. C'est les moments heureux, en fait. De sourire. De sourire, de convivialité, familiale. C'est notre enfance. Et en fait, il n'y a rien de mieux que ces moments-là. C'est vrai. Non, quand on a eu des enfances heureuses, évidemment. Oui, mais c'est vrai que ça convoque à chaque fois des sens différents et la mémoire est en permanence en développement. L'émotion, en fait. Moi, je sais que je cite tout le temps Anne-Sophie Pic qui dit que la cuisine, c'est comme le cinéma. Il n'y a que l'émotion qui compte. Et c'est vrai. Et je pense que dans l'assiette, ce qui est important, c'est bien sûr de respecter les dosages, l'assaisonnement, le produit, la couleur, la texture. Mais en même temps, je pense que c'est aussi de procurer de l'émotion. Et c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller, pour tout vous confier, Sophie, d'aller dans des restaurants qui sont des très, très grands restaurants et je n'ai rien ressenti dans l'assiette. Oui, parce que la technique l'emportait sur l'émotion. Moi, je dis souvent ça, d'ailleurs. Quand la technique... Vous validez aussi. Ah, mais tellement. Quand la technique l'emporte sur l'émotion, il y a plus rien. Moi, je veux pas aller voir une démonstration de force. Je veux que ça me touche au cœur, en fait. Et vous parliez d'Anne-Sophie Pic, que j'ai la chance de connaître. C'est vrai que c'est une femme qui est très, très... dans l'émotion, elle a une grande sensibilité. Je me souviens aussi d'un reportage que j'avais fait chez Michel Bras. Et à l'époque, il travaillait encore, puisque maintenant, c'est Sébastien, son fils, qui a repris. Enfin, Michel est toujours derrière. Hein, il n'est jamais loin. Non, il ne pourrait jamais arrêter, je pense. Et en amuse-bouche, il servait un œuf. Alors, c'était un œuf à la coque un peu revisité. Mais il me disait, en fait, quand il était petit, il se souvenait de cet œuf à la coque que ses parents lui faisaient, avec évidemment des œufs de ferme. Et il avait juste revisité un peu. Enfin, la mouillette était parfaite et tout. Mais donc, en fait... Un chef, qu'est-ce qu'il fait ? Il retravaille simplement les bons moments de son enfance et il essaie de... C'est une sorte de retranscription, effectivement, gustative. Comme Passard qui parle du poulet que lui faisait sa grand-mère. Il y a maintes exemples comme cela. Mais je trouve que, du coup, c'est vrai que la cuisine fait que, voilà, on sublime l'humain par excellence. Et c'est pour ça que c'est beau et c'est pour ça que ça plaît et c'est pour ça que c'est un très, très beau pan aussi de notre art de vivre. Parce que dans la cuisine, cuisine, en fait, c'est le moyen le plus simple pour faire plaisir, en plus. Exactement. Et du plaisir, c'est pas si facile à obtenir, surtout en ce moment, dans nos vies compliquées quand même. Bien sûr. Du plaisir, et j'ai eu la chance de rencontrer, il n'y a pas longtemps, Dominique Loiseau, et qui m'a dit, finalement, bon, moi, j'ai jamais été en restaurant, je suis chef à domicile, mais j'essaye de retranscrire les mêmes codes, les mêmes valeurs chez les gens dans leur intimité. Et elle m'a dit, mais finalement, Virginie, on fait la même chose, on procure du bonheur aux gens. Oui, vous devez le voir, Virginie, quand vous faites vos dîners ou vos déjeuners, le plaisir qu'ont les gens. C'est ça qui me nourrit, sans jeu de mots.
Donc, non, c'est très beau. Alors, on est toutes les deux des femmes de passion. J'aimerais, Sophie, que vous essayiez de me définir en un mot ou en une phrase, ce qu'est la passion pour vous. L'engagement et la volonté. Oh, c'est beau ça. Très bien, l'engagement et la volonté. Et je vous invite à continuer cette phrase. Pour moi, cuisiner, c'est savoir prendre un peu de temps, penser aux autres, faire plaisir et donner. Très, très beau. Merci. Alors, le petit jeu, j'ai mis des questions très courtes à choix dans mon petit pochon. Ah, un petit pochon qui est devant moi, oui, effectivement. Voilà. Donc, vous prenez, vous lisez et vous choisissez. C'est comme les lettres au Scrabble, j'espère que je vais bien tomber alors. Oh, vous en faites plusieurs, hein? Ah, d'accord. Oh, oui. Alors. Vous pourrez même tout faire, d'ailleurs. Pêche Melba ou banana split? Ah, pêche Melba. Pêche Melba, la pêche, c'est tellement fin. Il y avait cette pub là un peu idiote, mais c'est un péché de pas manger de pêche en été, mais c'est tellement bon la pêche. Et puis ça a un côté... Blanche ou jaune? Alors, j'aime bien les deux en fait. Peut-être la pêche des vignes, d'ailleurs, en fin de saison. Très très rouge, ouais. Ah bah celui-là. Alors, tandoori ou colombo? Ah, ça se ressemble un peu. Je dirais peut-être tandoori. J'aime bien les épices du tandoori. Et puis ce côté rouge comme ça, qui nous emmène ailleurs, là, pour le coup. Exactement. Continuez. Viande crue ou poisson cru? Ah, alors... on hésite. Ouais, c'est marrant. J'adorais avant les poissons et les viandes crues. J'aime moins. Alors, est-ce que c'est pas de tourner beaucoup avec les éleveurs? J'ai remarqué ça depuis que je tourne avec... je vais voir tellement de gens qui élèvent leurs animaux. Ces animaux me touchent tellement que je suis pas végétarienne. Je pense qu'on a besoin de manger de la viande et du poisson, mais voilà, le fait qu'il soit cru, c'est plus dur. Je dirais poisson peut-être quand même. Et les petites coquilles Saint-Jacques qui sont pas un poisson mais un crustacé en carpaccio. C'est pas mal. C'est pas mal. Pomme ou poire? Alors, la poire, c'est plus distingué, c'est plus juteux. Vous vous souvenez de ce film avec Adjani où elle croquait des poires? Mais pomme, c'est tellement le fruit à tout faire. On croque une pomme et puis la maladie s'en va. C'est ça le dicton anglais. Exactement. J'aime les deux. Et puis ça, c'est le côté justement facile et généreux parce qu'elle donne beaucoup et ça coûte pas cher. On en trouve partout. C'est vrai. Et on peut tout faire. Du sucré, du salé, ou faire de la poire. Mais effectivement, c'est vraiment. On peut faire un repas tout autour de la pomme. Complètement. Il faut en avoir chez soi d'ailleurs, comme l'été des tomates. Et du coup, votre variété préférée de pommes? J'aime bien la rainette parce que j'aime bien faire des tartes tatin et elle se prête bien à la cuisson. Et dans les poires, j'aime bien la poire Williams. Ou les petites poires de début de l'été. Vous savez, les toutes petites poires comme ça. Je continue? Oui. Allez, encore 2. Fraise ou framboise? Ah là, c'est dur. Les deux sont tellement... Ça, c'est l'enfance aussi, les fraises et framboises qui n'aiment pas. Je dirais aussi que les framboises sont peut-être un côté plus sauvage et raffiné. Alors, moi, quand j'étais petite, j'avais de la chance. Mes parents avaient quelque chose à la montagne dans les Alpes-Maritimes, à Valberg. Et avec ma grand-mère... C'est peut-être de là, d'ailleurs, d'où est venue commencer ma passion. On allait toutes les deux, on passait des journées entières à ramasser des fraises et des framboises sauvages. Et à l'époque, des champignons, s'il y avait beaucoup de sanguin. Et après, ma grand-mère nous faisait des confitures. Et en fait, rétrospectivement, je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir goûter des confitures de fraises des bois sauvages. Virginie, vous vous rendez compte? Des kilos et des kilos? Ah oui. Maintenant, on n'en trouve plus. Privilège. Ouais. Et j'ai ramassé des tonnes. Et framboises, pareil. Et c'était divin. J'ai encore ce souvenir de l'odeur. Et le soir, parce qu'il y en avait tellement qu'elle n'en faisait pas que des confitures, elle nous mettait un peu de sucre comme ça. Elle les écrasait légèrement pour que ça diffuse un peu. Puis l'odeur d'une fraise ou d'une framboise sauvage, c'est... Alors, vous ne voyez pas, parce qu'il y aura un petit peu la vidéo. Et puis... Ouais. Elle a les yeux pétillants, Sophie, quand elle parle de ça. Ça brille. Oui. En plus, c'est vrai qu'il y a tout là. Il y a la cuisine et le lien familial avec ma grand-mère. Donc c'était... Et puis pareil avec les champignons. Une autre question? Allez, une dernière. Parce que je trouve ça drôle comme jeu. Oui. Céleri ou chou-fleur? Alors... Deux légumes qui sont un peu mal aimés. Hein. Ouais. Alors vous savez que le céleri, c'est un des légumes préférés du chef Yannick Aleno.
étonnamment. Eh ben, on apprend des choses tous les jours. Parce que comme vous le dites, c'est pas facile. Et puis tiens, un autre un peu name dropping. Je me souviens d'avoir interviewé Éric Fréchon, le chef du Bristol, et lui, il me disait en fait, ma période préférée, c'est l'hiver. Ouais. Avec ces légumes qui sont un peu les légumes difficiles. Oubliés aussi, moi j'adore. Exactement. Moi je suis fan du topinambour par exemple. Ah oui, moi aussi. J'adore ça. Les crônes aussi quand on peut en trouver. Ouais. Alors je dirais peut-être chou-fleur parce qu'il y a plus de choses encore à faire. Moi j'adore le faire l'été en taboulé. Pour les enfants, ils croient que c'est de la semoule en plus. Exactement, je fais la même. Rôti au four, c'est divin. En soupe, en purée, avec en gratin. C'est là aussi, il sauve de tout le chou-fleur. C'est vrai, ça coûte rien. Il sauve de tout le chou-fleur. Ce sera la phrase. Voilà, la cuisine sauve de tout. J'ai une dernière question pour vous. Alors, par exemple, en 1825, date de publication de La physiologie du goût, l'avocat et gastronome Jean-Anthelme Brillat-Savarin n'avait sûrement aucune idée du succès que remporterait le 4e aphorisme de son œuvre. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. J'aimerais que vous me disiez quelle est la première recette que vous avez ratée. Voilà, j'en ai raté pas mal. La première, c'était un matafan. C'était une recette de crêpes. C'était quand j'avais 8 ans. Et c'était donc les dîners de Sophie à 8 ans. Les dîners de Sophie. Il faudrait que si j'avais à nouveau un restaurant, je l'appellerais peut-être comme ça. Et puis j'ai mis beaucoup trop de farine. Donc en fait, c'était pas un matafan. Vous auriez pu tuer un homme en lui jetant la crêpe. Vous savez ce que c'est, matafan, hein? Matafan, c'est une grosse crêpe. D'ailleurs, en dialecte patois, ça veut dire mater la faim. Donc, c'est quand même un truc qui ça comble. Encore. Ouais. Mais là, le mien, c'était fait au ciment, quoi. Donc, je me souviens parce que ma sœur, notamment, s'était extrêmement moquée de moi. Et je lui avais dit, écoute, celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une seule fois. Je ne sais pas si je connaissais ce proverbe déjà à 8 ans, mais j'étais super vexée, évidemment. Mais je crois que j'en ai pas dormi de la nuit. Ah oui, donc ça semble assez traumatisant quand même, finalement. Non, mais moi, j'adore, j'ai un côté un peu compète. Et je bosse un peu pour la victoire. Donc, et là, c'était un peu l'échec. Et complètement. Ouais. Mais finalement, de l'échec, on rebondit toujours. Complètement. Écoutez, merci infiniment, Sophie, d'avoir partagé votre expérience, votre audace, votre passion, vos confidences très émouvantes. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!